Retour sur ce plateau de Vox Hebdo sur Vox TV pour aborder le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC tenu du 15 au 16 décembre à Yaoundé au Cameroun. La mise en œuvre de la vision des chefs d'État de faire de la CEMAC un espace économique intégré, émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025 est compromise par la situation économique précaire de la sous-région. Face à l'urgence de la situation, les dirigeants de la CEMAC se sont réunis le 16 décembre 2024 au Palais de l'Unité de Yaoundé pour identifier les défis endogènes et exogènes qui fragilisent les économies des pays membres. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Dans un contexte de fragilisation économique, la solidarité régionale est plus que jamais nécessaire. Cette rencontre a ainsi été l'occasion de renforcer les mécanismes de coopération économique et d'établir un front uni face aux crises. Aujourd'hui, de nombreux facteurs exogènes et endogènes tendent à atténuer les performances enregistrées et par conséquent ralentir la mise en œuvre de ces réformes structurelles ambitieuses. Face à cela, notre indéfectible et légendaire solidarité fera à n'en point douter la différence. La dette publique des pays de la CEMAC reste viable même si les risques de surendettement, aussi bien pour la dette globale que pour la dette extérieure, demeurent élevés. Selon les estimations du FMI cependant, la croissance de la CEMAC devra se situer à 3,7% en 2024 et 3% en 2025, en lien avec la hausse de l'activité pétrolière en 2024 et la bonne tenue de la production non pétrolière à court et moyen terme, notamment dans les activités agricoles et agroalimentaires. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, c'était pour regarder l'évolution du marché de la CEMAC. Alphonse, au regard de ces conclusions, que peut-on dire de l'avenir du franc CFA? Est-ce qu'il est toujours menacé par une dévaluation? L'avenir du franc CFA dépend du sérieux que nous allons nous-mêmes mettre dans la gestion de nos institutions sous-régionales, notamment donc de la Banque centrale, gérer nos avoirs, nos réserves de change, en fait, mettre sur pied les réformes qu'on nous recommande. Donc tout dépend de nous. Le Fonds monétaire international qui avait déjà senti que les signaux étaient pour certains à l'orange et pour d'autres au rouge, a décidé, avec la France un tout petit peu en retrait, la France ne voudrait plus trop se faire voir de peur de subir ce qu'elle subit un peu partout, et le Fonds monétaire international a été donc en avant-poste pour demander à la sous-région d'organiser de manière urgente le sommet qui vient de se tenir à Yaoundé au Cameroun. Maintenant, les résolutions ont été consignées, nous avons suivi. C'est maintenant, est-ce que nous sommes capables de mettre en branle ces réformes? On sait très bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2016, il y a eu un sommet qui avait réuni Christine Lagarde à l'époque, directeur général du Fonds monétaire international, Michel Sapin, qui était le ministre de l'économie et des finances, disons ça comme ça pour qu'on comprenne, en France, est venu à Yaoundé. Et il y a eu un sommet. On frôlait la dévaluation du franc CFA parce qu'un pays comme le Congo était, par exemple, à 10 jours seulement d'importation. Bon, il y a eu des conciliabules. On a mis sur pied un programme de réformes économiques et financières logé ici, au niveau du siège de la Banque centrale, Direction nationale de la Banque centrale à Brazzaville. Je ne sais pas, j'ai fort l'impression que les réformes ne suivent pas sur l'ensemble des pays de la communauté. Maintenant, quand je regarde les réformes, pourquoi ça piétine? Vous avez des égos. Vous avez un pays comme la Guinée équatoriale qui dit, moi, écoutez, tout ce qui concerne le Fonds monétaire international, je ne veux pas en entendre parler parce que je soupçonne que la France doit être en train de jouer un rôle pour me soumettre à son diktat. Et vous connaissez les problèmes entre la France et ce pays au sujet des biens mal acquis de Théodorine Obiangema. Et vous avez de l'autre côté un pays comme le Tchad qui m'inquiète un tout petit peu maintenant avec l'arrivée du maréchal, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno,
qui semble prendre un axe qui risque de le conduire à peu près vers le Niger ou alors, enfin, les pays de l'AES. Je le sens un tout petit peu engagé dans cette façon. La preuve que, au cours de ce sommet, il est le seul à avoir envoyé, enfin, un représentant de 4e rang. Excusez-moi, je ne suis pas méchant, mais le ministre d'État, du budget, des finances du Tchad qui a représenté le Tchad à l'occasion de ce sommet lorsqu'il faut prendre des vraies décisions. Donc, je sens là un peu la jeunesse dynamique, mais la jeunesse aussi parfois rebelle. Ça craint. Bon, en ce qui nous concerne, puisqu'on est vraiment épinglé, on dit le Congo, c'est vraiment le premier, on peut dire, au niveau de l'endettement extérieur avec Glencore, Trafigura, mais aussi au niveau de l'endettement intérieur, c'est-à-dire au niveau des marchés des titres publics de la Banque centrale. Est-ce que nous pouvons donc impulser une dynamique de réforme? C'est aussi là un grand problème. On se heurte à des états politiques dans notre pays avec trop d'écuries au niveau d'un seul gouvernement. Qui va respecter quoi et qui va faire quoi? Regardez dans notre pays quand on dit bon, les ministres doivent plus aller en mission, il faudrait ceci diminuer. Le lendemain, vous voyez un ministre qui prend un jet privé et qui va en mission. Je ne cite pas de nom, suivez mon regard. Je me dis, pour qu'on implémente des véritables mesures dans notre pays au Congo maintenant, il faut que ce soit le président de la République lui-même qui prenne le bâton de pèlerin. C'est lui seul qui peut siffler la fin de la récréation. Si cela ne se fait pas, alors, dans 6 mois, dans 1 an, ne me posez pas la question, on va déboucher sur la dévaluation du franc CFA. La dévaluation du franc CFA à l'issue du sommet. Mais il faut, Alphonse a donné déjà assez d'éléments, mais il faut quand même avancer aussi. La zone CEMAC, de toutes les zones économiques, quand on enlève l'Union du Maghreb arabe qui a totalement échoué, donc qui devait réunir le Maroc, l'Algérie, la Libye, ça c'est voilà. Et avec la grippe qu'il y a au niveau de la CEDEAO, la zone CEMAC est une zone grise depuis longtemps. Alphonse a évoqué les égos des uns et des autres, il faut la libre circulation, d'autres continuent d'instaurer des visas, il faut ceci, d'autres continuent de... Mais nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'avons pas eu la dévaluation, parce qu'il y a eu une main blanche. Et c'est cette main blanche-là qui nous a sortis de cette situation. Des chefs d'État se retrouvent. Alphonse qui a bien trouvé l'euphémisme qu'il fallait pour dire que la France ne voulait pas être éloignée de cela, mais l'ambassadeur de France était là et qui a représenté la France devant les autres institutions qui sont arrivées, et on voit très bien comment est-ce que cette puissance a pesé de tout son poids pour repousser justement cette dévaluation qui malheureusement risquera de nous tomber dessus. Donc, quand vous lisez le communiqué final, on vous dit que nous sommes partis de 2,3 mois que nous avions d'importation à 4,8 en 2023, et que maintenant on est à 2000. On est en 2004, 1 an plus tard, tout ça s'est écroulé. On est à 2,1. Et il n'y a plus personne qui ne veut soutenir les importations de l'autre. Nous l'avions eu pendant longtemps, c'était le Cameroun qui nous a soutenus. Mais nous n'avons même pas été à la hauteur de redresser notre situation jusqu'à tenter de fragiliser notre soutien qui est le Cameroun. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il y a là qui montrent que ce serait difficile que nous puissions sortir. C'est bien, les diplomates vous disent que on demande au président qui gère le programme de réforme de faire plus d'efforts. Si vous le demandez, c'est parce que vous le savez très bien que visiblement ces efforts-là ne sont pas probants. Donc, on se retrouve dans une situation qui est justement assez difficile, non seulement pour les États,
mais qui serait aussi difficile pour la sous-région, comme l'a dit le président Biya lors de son allocution de clôture. Son discours. Albert, finalement, les efforts finiront-ils un jour par produire les effets nécessaires, surtout pour le Congo? Vous avez ajouté surtout pour le Congo. Et oui, parce que c'est le Congo. Je me lançais une réponse spontanée en disant que tous les efforts sont faits pour aboutir, etc. Mais le Congo, j'ai comme l'impression que nous avons un problème sérieux à l'endettement. C'est-à-dire, nous avons une grande capacité, nous avons une grande facilité à demander de l'argent, mais nous avons moins de facilité à le rendre quand dans les échéances établies. Je veux dire que c'est comme si nous étions tous finalement comment dire, nous prenons de l'argent, nous savons prendre. C'est comme si bon le boutiquier du quartier, eh ben nous prêtait toujours des sacs de riz, des sacs de haricots, sacs de ceci, mais que à la fin du mois, il nous voyait moins passer, payer, régler cela. Donc ça, c'est une attitude qui est devenue un peu, je veux dire, on en rit, c'est vrai entre nous, mais au bout d'un moment, ça devient la marque de. Lorsque nous allons dans des conférences, nous rencontrons des confrères, des journalistes, etc. Ils finissent par vous dire vous n'êtes pas sérieux. Et ça se dit entre nous, je veux dire. Alors donc ce sérieux-là, ça ne se décrète pas. Pourtant, nous avons des capacités brillantes à la tête des ministères qui gèrent ces situations, soit le budget, soit le portefeuille, soit l'économie, soit les finances. Nous avons des brillances. Mais alors, lorsque mises ensemble, ces brillances-là finissent par produire de la noirceur, eh ben, nous nous posons la question. Je sais pas, est-ce qu'il faut que nous en arrivions à la situation où nous en sommes arrivés pour le football, c'est-à-dire appeler les chefs de terre, venir déverser des litres de vin quelque part, et puis voilà, puis nous en sortir. Donc, c'est une question, et c'est une angoisse, malheureusement aussi, la dévaluation du franc CFA. J'ai vécu celle de 1994, je crois, et donc, je sais que les effets, quand les économistes les établissent au positif en disant nous dévaluons et au bout d'un mois nous aurons un peu plus de souffle dans tel ou tel autre secteur, eh bien ce souffle-là, avant d'y arriver, ce sont les petits papas, les petites mamans du coin de la rue qui vendent de l'arachide, de noix de palme, etc., qui souffriront. Et donc ça, je ne sais pas très bien comment y répondre sans un esprit anxiogène dans la chose. Oui, Alphonse, on a parlé de l'endettement. Est-ce que comment cet endettement est arrivé aussi dans le milieu CEMAC au point où de plonger cette zone monétaire économique aussi dans des difficultés que nous connaissons maintenant? Bon, ce qui est vrai, ce n'est pas mauvais de s'endetter. Je veux d'abord peut-être le préciser, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal s'endettent. Et les États-Unis. Les États-Unis, même la France est endettée, n'est-ce pas? Tout le monde s'endette, mais c'est la qualité de la dette. La qualité, c'est-à-dire est-ce que vous endettez pour investir sur ce qui est productif? Quand on dit productif, c'est-à-dire quelque chose qui fait avancer le pays si c'est l'électricité, puisque c'est le cas que nous avons, il y a des pays qui s'endettent, qui investissent dans les infrastructures routières, d'autres dans les infrastructures aéroportuaires et d'autres encore dans les infrastructures qui relèvent du secteur de la distribution de l'énergie et de l'eau. Bon, en ce qui concerne notre pays, ou certains pays de la CEMAC, restons sur le Congo. Sur le Congo. En ce qui concerne le Congo, quand je regarde, je vois que nous sommes hyper endettés au niveau international. Vous savez très bien qu'on a gagé notre pétrole auprès de Glencore, Trafigura. Il me semble d'ailleurs qu'il y a des négociations, parce que là aussi, il y aurait des défauts de paiement. À en croire les dernières informations à ma possession. Cela a été quand même rééchelonné, voilà, grâce
à l'accord que nous avons eu avec le Fonds monétaire international qui l'exigeait. Faut pas oublier la Chine. Et puis, nous avons au niveau interne. Parce que ce qui s'est passé pour beaucoup d'États, et que on comprenne pourquoi on arrive dans cette situation, c'est que, en ce qui concerne le Congo n'ayant pas fini, n'est-ce pas, de bénéficier de l'assistance du Fonds monétaire international, parce que le Fonds monétaire ne donne pas de l'argent, le Fonds monétaire vous permet de pouvoir mobiliser davantage de recettes, de soigner la qualité de votre signature pour alors chercher des fonds plus importants sur le marché international, ce que les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun font. Et comme nous sommes bloqués, nous ne pouvons pas aller sur le marché international tant qu'on n'a pas le satisfecit du Fonds monétaire international. Qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup d'États se sont rués sur le marché des titres publics de la Banque centrale. Et le Congo, qui, il n'y a pas très longtemps, le Congo n'était pas sur ce marché, mais aussitôt arrivé, on est aujourd'hui, je peux dire qu'on a quasiment la moitié de tout ce que les autres États doivent au niveau de ce marché des titres publics. Mais le marché des titres publics, c'est quoi? C'est trop technique. C'est l'argent des banques et des sociétés d'assurance. Peut-être parfois quelques particuliers, mais l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle technique, SVT, ce sont des banques. Et les banques prennent cet argent où? C'est parfois leurs fonds propres. C'est les fonds propres des banques. Mais alors le Fonds monétaire international s'inquiète de la fragilité qui pourrait éventuellement donc caractériser ces banques, parce que vous voyez, le Congo a été obligé de négocier dans ce qu'on appelle programme national d'optimisation de la trésorerie. Cela a été fait. Je vais vous donner un autre élément et je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Ça a été validé, si vous voulez, par la Banque centrale. Parce qu'il y a un autre problème aujourd'hui au niveau de la sous-région. On aime la France, qu'on l'aime pas. Sortons, n'est-ce pas, de ce panafricanisme. La France, c'est le diable. Mais la France a aidé à un moment donné lorsqu'elle était dans nos institutions sous-régionales, notamment la Banque centrale. Elle siégeait au conseil d'administration. Il y avait aussi l'assistance technique. Elle pouvait qualifier certaines ressources humaines. Et elle avait un point de vue à émettre. Aujourd'hui, depuis qu'on a fait tout ce qu'on connaît, on veut plus de la France. La France a dit, gérer, voilà les institutions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le système, semble-t-il, de rotation par ordre alphabétique, ce n'est pas mauvais. Il faut que les autres, tout le monde puisse gérer une institution sous-régionale. Mais aujourd'hui, si le président de la République décide, bon, monsieur Nyanzoukuta, c'est vous qui êtes le directeur ou le secrétaire général de la Commission bancaire d'Afrique centrale, les chefs d'État, maintenant un tout petit peu une vie hypocrite, les autres acceptent. Et lorsque monsieur Albert est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Ah, le Congo a un problème. Il fait exactement comme nous gérons notre politique, enfin, donc c'est ce qui se passe. Lorsque le gouverneur de la Banque centrale est là et que c'est son président là, excusez-moi, le centrafricain qui lui demande, bon, nous on a des problèmes, il fait tout parce que il peut le faire sans même demander l'avis des autres. Or, la France constituait quand même ce grand verrou-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, le Congo s'est endetté sur ce marché au point où, comme vous pouvez le constater, le FMI, notamment une résolution à l'issue de cette dernière session, a demandé qu'il ne faut plus qu'on expose les banques au risque souverain. Trop technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez plus aller vous ravitailler auprès de ces banques, parce que ces banques, il y a un risque. Le risque peut être social. S'il y a des mouvements sociaux et un pays se retrouve dans des problèmes politiques, c'est un risque. Si vous êtes dans l'incapacité de mobiliser des recettes qu'il faut pour rembourser d'argent des banques, les banques vont s'écrouler, on va se retrouver comme dans les années 80, 70. Je crois que mon très cher frère le sait bien, lui qui fait économie avec moi. Et donc, le problème auquel on assiste est celui-là. Donc voilà le vrai problème. Il y a au-delà des problèmes que nous connaissons, mais la gouvernance même institutionnelle dans la sous-région, parce que les gens font maintenant les choses de manière politique, alors qu'il y a des critères même de convergence
qui devrait être observé par chaque État. Et qui est le gendarme pour le faire? C'est la CEMAC, c'est la Banque centrale et c'est la COBAC. Mais comme les gens le font, ils se disent, ah, j'ai été nommé ici par le président, on ferme les yeux. Et moi, je crains, c'est pourquoi je suis un peu inquiet en rapport à la première question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui, juste dire que il y a Albert qui disait, quand ils vont à l'étranger, on pose la question de savoir si nous sommes sérieux. Mais je vais vous donner un détail simple. Nous sommes la zone CEMAC, nous sommes la seule zone où il y a plusieurs faces monétaires qui circulent. C'est-à-dire qu'on a lancé une nouvelle monnaie, donc on a lancé de nouveaux billets. On dit, la résolution est prise qu'au 31 décembre 2023, les anciens billets n'ont plus cours légal. Et quand on arrive au 23, on ne sait pas par quel bâton magique, on vient nous dire que ça, non, maintenant on rapporte ça au 5. Bien. Donc, on rapporte 5 juin. Donc, on prend pratiquement 6 mois supplémentaires. Et quand on arrive au 5 juin, jusqu'aujourd'hui, vous avez encore les deux types de billets qui circulent dans la même zone. La conséquence, elle est laquelle? C'est que si vous y arrivez en Afrique de l'Ouest, eux, ils ont déjà dévalué les CFA de l'Afrique centrale. De 10%. Ils l'ont déjà fait. Donc, si vous amenez 1000 francs, ils vous donnent 900. Parce que pour eux, vous êtes vraiment des gens qui n'arrivaient même pas à avoir une rigueur. Un deuxième fait, comme Alphonse est en train de le dire justement sur les nominations. Curieusement, alors que nous connaissons tous ce que Abbas Toli a fait dans notre zone, voilà qu'il y a eu une proposition du Tchad de faire que leurs concitoyens soient candidats à la BAD. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les Camerounais se disent non, c'est pas possible. Et donc les Camerounais sont allés prendre Zefak, qui était à la Banque mondiale et qui est aujourd'hui le représentant de la Banque mondiale à Kinshasa, pour dire que c'est le meilleur en Afrique centrale. Mais maintenant, si déjà deux pays commencent à se chamailler parce qu'il faut mettre quelqu'un de l'autre côté là-bas, là où nous pouvons aller puiser, quel est notre sérieux? Quel est notre sérieux? Nous apprenons comme ça, un matin, que nous avions atteint moins de 10% de notre PIB il y a bientôt 3 ans. Vous vous dites, mais qui avait donné l'information? Qui l'a su? La seule chose qu'on nous dit, nous sommes quand même remontés jusqu'à tel niveau. Vous voyez très bien que c'est assez difficile que les gens puissent nous laisser continuer d'aller dans la direction que nous sommes en train de prendre. Albert, finalement, le Congo, moi je reste dans le cadre du Congo parce que c'est lui, il doit fournir beaucoup d'efforts. Nous avons vu le maître mot qui revient, c'est le Congo devrait réussir la diversification de son économie. Jusque-là, pourtant, ça avait été lancé, mais est-ce que le Congo pourra-t-il réussir finalement sa diversification quand vous regardez le fonctionnement de l'économie nationale? Il faut l'espérer parce que mais il faut aussi reconnaître que jusqu'ici l'emprise du pétrole sur cette économie, l'impact du pétrole sur cette économie est toujours là, est toujours fort. Nous avons parlé de Trafigura, de Glencore, etc. L'endettement auprès de ces traders, c'est essentiellement parce qu'il y a le pétrole. Donc, mais vous savez qu'il n'y a pas dans une économie que le pétrole à négocier au sens économique, c'est-à-dire à mettre sur la place publique et donc à vendre pour en recueillir des revenus. Donc il y a ça. Nous avons, d'ailleurs, je m'éloigne un tout petit peu de la question, mais c'est pour mieux y revenir. Nous sommes en train aujourd'hui de marteler sur la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il nous faut sortir justement des énergies fossiles et d'aller vers les énergies vertes. Le Congo a fait quelques pas dans cette direction, mais si
nous allons vers les énergies vertes et que nous continuons à tirer, à espérer tirer l'essentiel de notre économie, nos ressources du pétrole, la transition énergétique ne se fera pas. C'est-à-dire que nous sommes là. C'est un peu la petite contradiction que font courir les États-Unis d'Amérique, qui sont devenus comme ça, grâce à la fracturation énergétique, sont devenus premiers producteurs de pétrole. Mais ce n'est pas du pétrole qui vient de des hydrocarbures, mais c'est la fracturation des roches souterraines, etc. Bon, chacun a des roches, et peut-être qu'on peut des schismes. Donc il y a cela, cette contradiction. Nous, est-ce que nous sommes à même de faire les efforts qu'on demande et de manière visible? J'ai par moment le sentiment que nous voulons bien faire, mais que nous sommes toujours retenus comme par un petit diable en disant bon ben voilà, non, ne faites pas ça, ne soyez pas sages, etc. Et nous allons toujours vers une hypocrisie qui nous ramènera vers le bas. Oui, le grand problème qui se pose, c'est réussir à sauver la CEMAC, la France. Le Congo peut-il contribuer avec les comportements que nous observons? Oui, le Congo peut le faire. Souvenez-vous, on l'a connu... Ouais, tu vas continuer, mais n'oubliez pas, il y a beaucoup des slogans que le Congo a déjà lancés. Santé pour tous d'ici l'an 2000, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Mais jusque-là, l'agriculture, priorité de priorité, nous sommes encore jusque-là au slogan, à l'étape du slogan. Alors, ce qui me réjouit, c'est qu'à un moment donné, lorsque le Congo veut vraiment faire de vraies choses, il le fait. Souvenez-vous, on a passé pratiquement 30 ans pour obtenir un accord avec le Fonds monétaire international, c'est-à-dire sous SASO 1, programme d'ajustement structurel, ça n'est jamais passé, ainsi de suite. Et finalement, il y a eu le temps de la transition, c'était pas facile. L'ISOA non plus n'y est pas parvenu. Et puis, quand le président a trouvé qu'il fallait le faire, il a fait venir un expert. Je pense qu'un éli a été de beaucoup pour que l'on arrive, n'est-ce pas, à ce point d'achèvement avec le Fonds monétaire international. Mais c'était quoi? C'était l'implication personnelle du président de la République. Et là, on a senti du sérieux, parce que on sentait que, comme une partie du président était vraiment manifeste dans les agissements et les décisions que prenait l'argentier congolais, au point où certains ministres en étaient réduits à la diète. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent être dupliquées. C'est encore possible. C'est possible. Donc, si le président aujourd'hui, j'ai dit le vrai problème que nous avons, moi je pense qu'il est un peu plus politique. Vous voyez d'ailleurs, pour réduire les dépenses, ça pose un problème parce que il y a des ministres qui pensent que eux ils sont des intouchables de la République, et dans un magma politique comme celui-là, il est difficile même au Premier ministre de pouvoir vraiment jouer pleinement son rôle de chef du gouvernement et Premier ministre de la République. Donc, le président doit certainement, je pense que il a été briefé à la suite de la réunion de Yaoundé. Je pense que le président de la République, qui a souvent su relever les grands défis, moi je ne vois pas autre chose. S'il y a cela, je pense que il y a la possibilité d'abord, le moment venu, pourquoi pas de réduire les charges de l'État. Il faut le faire. Il faut réduire les charges de l'État. Il faut, pourquoi pas, avoir une équipe, pas d'amis politiques, mais une équipe des technocrates, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment travailler. On a vu que quand vraiment on peut travailler dans ce pays, on travaille. Moi, les gens, il y en a qui disent parfois, on dirait que tu es pour un délit. Non, c'est parce que c'est quand même l'un des rares qui est venu et on a vu des résultats. Donc, si je ne demande pas que ce soit naturellement un délit, mais si il y a un ministre qui peut apporter un plus, il faut absolument que le président ait des ministres qui peuvent apporter un plus, pas des ministres qui passent le temps à vous dire on fait appel à candidature, ainsi de suite, parce que c'est des perdants et le Congo a trop de problèmes. On parle de digitalisation, on peut le faire. Ça permet de renforcer la transparence,
mais aussi de faire le tracking des recettes de la République. Les réformes au niveau de la Direction générale du Trésor, il faut les mener. Il faut capter aussi, pourquoi pas, des petites taxes qui vont plutôt dans les poches des gens. Il y a beaucoup de choses. Si on parle de l'université Marien Ngouabi, vous trouvez qu'une université comme Marien Ngouabi, puisqu'Albert en a parlé tout à l'heure, les étudiants sont obligés d'aller payer, c'est pas dans une caisse. On peut aller payer dans une banque. Dans les autres universités de la sous-région, c'est ce qui se passe, où les élèves, on vous dit, allez payer à la banque, vous venez avec votre reçu, et ça permet de sécuriser ces recettes. Rien que l'argent que les étudiants payent, cet argent peut déjà faire face à certaines charges incompressibles de l'université. Mais l'argent est payé à la main, dans des conditions que tout le monde connaît, de gestion. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour que le pays avance. Merci beaucoup. Une seule chose à retenir, c'est que le président de la République prenne les choses en main et le Congo sortira de cette situation ainsi que la sous-région CEMAC. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir, messieurs. Au revoir. Rendez-vous dimanche prochain. Merci.